Euh, Bonjour Nicolas. Nicolas Philibert, au cœur de vos films, il y a des rencontres. Cela représente sans doute des centaines de rencontres au fil de votre œuvre, votre carrière. Et chacun de vos films est riche d'une nouvelle proposition formelle pour filmer les autres, des entretiens, des tête-à-tête, des réunions ou bien capturés par surprise, guidés par le hasard. Pour préparer cette discussion, je suis allée sur votre site internet. Il y a 38 films répertoriés, pour des films qui ont été faits de différents formats, des films faits pour la télévision, des films faits pour le cinéma, dont 13 longs métrages. Alors en 50 minutes, nous n'arriverons pas à tous les évoquer. Cependant, s'il y a, selon moi, un invariant dans votre travail, c'est bien cette capacité à s'approcher des gens. Et que ce soit dans votre premier film, La voix de son maître, co-réalisé par Mordia en 1978, le pays des sourds, Être et avoir, qui avait été sélectionné à Cannes en 2002, en sélection officielle. Nénette, 2010, La maison de la radio, où vous avez plongé dans le navire Radio France, ou dans De chaque instant, où là vous êtes parti vers le milieu hospitalier. L'écoute vous guide dans vos rencontres, et c'est comme à la recherche d'une neutralité, c'est par une observation bienveillante de ce qu'il se passe là, autour de vous, qui vous permet de révéler les personnes filmées. Votre sincérité à s'intéresser aux personnes dans ces lieux où vous choisissez de vous installer le temps d'un film transparaît. Alors, est-ce la clé de votre travail ? Pour parler de rencontres, il m'a semblé intéressant d'échanger plus précisément autour de votre travail en milieu psychiatrique. Alors tout d'abord parce que c'est l'espace de vos 3 derniers films. On a déjà évoqué sur l'Adamant, récompensé par l'Ours d'Or l'année passée à la Berlinale. Mais vous avez depuis terminé Averroès et Rosa Parks et La machine à écrire et autres sources de tracas, 2 films qui sont sortis cette année, et tous 3 tournés au sein du pôle psychiatrique Paris-Centre et qui composent un triptyque. Si je voulais m'intéresser aussi à ces films que vous avez fait en milieu psychiatrique, c'est aussi parce que c'est un espace où vous êtes revenu, puisque vous aviez déjà tourné en 1997 La moindre des choses à la clinique de la Borde. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment vous y avez élaboré des films qui sont à la fois plongés dans l'intimité d'une relation et d'une discrétion pudique. Comment l'espace d'une scène, et parfois même d'un plan ou d'un simple regard adressé à la caméra, se révèle l'importance de ce jeu de rapport entre filmeur et filmé. Comment vous composez avec la complicité des personnes que vous filmez pour aller vers les autres. Et voilà, moi c'est ça que je voulais discuter avec vous ce matin. L'idée c'est vraiment qu'il y ait une discussion à partir de ces questions-là. Et voilà, je voulais vous remercier d'être présent, d'être là, et pour votre œuvre magistrale. Peut-être pour commencer, vous pourriez évoquer selon vous, quelle est la place de la psychiatrie dans votre œuvre ? Qu'est-ce que dans votre travail et puis dans votre parcours ? Peut-être commencer par comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce milieu-là, à cette pensée, ce rapport à l'autre. Bonjour. Alors, en effet, j'ai choisi de parler en français, je m'en excuse pour
celles et ceux qui ne parlent pas le français, mais je serai plus fluide dans ma langue maternelle. Et je voudrais, avant de répondre, et avant de commencer, je voudrais remercier le CNC de m'avoir accueilli et la SCAM, d'avoir co-organisé cet échange, ce moment ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je vais évoquer le premier film que j'ai tourné en psychiatrie, puisqu'on va un peu resserrer notre échange autour de ces films en psychiatrie. En effet, en 1995, j'ai tourné un premier film en psychiatrie qui s'appelle La moindre des choses, Every Little Thing en anglais. Et c'est un film dont l'idée ne venait pas de moi. Ce sont des gens de mon entourage qui m'ont poussé à aller faire un film à la clinique psychiatrique de Laborde. C'est un lieu assez singulier dans le paysage de la psychiatrie en France. C'est un lieu, je dirais, ouvert, proche de Blois, du côté des châteaux de la Loire. Et c'est un lieu dans lequel il n'y a pas de... il n'y a pas de signe qui distingue les patients des soignants. Les soignants n'ont pas de blouse blanche. Il n'y a pas de mur. Les patients peuvent circuler très librement, etc. Voilà, c'est un lieu assez peu représentatif de l'image qu'on se fait de la psychiatrie. Et c'est peut-être pour cette raison que ces amis m'ont conseillé d'aller là. J'ai longtemps refusé. J'ai longtemps refusé l'idée de venir avec une caméra dans un lieu où celles et ceux qui sont là sont venus pour qu'on leur foute la paix, au fond. L'idée de venir avec une caméra... Vous savez, on parle beaucoup en particulier en ce moment, on parle beaucoup de la question de l'emprise. Hein, c'est une question essentielle, parce que quand on a une caméra dans les mains, on a un outil de pouvoir. Et toute la question qui se posait à moi, c'est comment faire dans un lieu comme celui-là, un lieu de soins et de souffrance, pour ne pas, au fond, ne pas faire de la souffrance un spectacle, ne pas ériger la souffrance en spectacle, ne pas instrumentaliser les personnes qui sont là, qui sont en situation de faiblesse. Et cette question-là m'a empêché de dire oui à cette proposition pendant presque un an. J'ai résisté un an avant d'aller à la clinique de Laborde. Et puis finalement, ces amis m'ont poussé. Vos scrupules, tes scrupules t'honorent, mais va voir au moins. Bref, j'ai fini par décider d'aller passer 3 jours à Laborde. Et je suis arrivé là un soir, en décembre 1994, très, très intimidé. J'avais peur. J'ai commencé à échanger avec les uns et les autres, des patients, des soignants. Je ne savais pas toujours, je l'ai dit, il n'y a pas de signe distinctif, il n'y a pas d'uniforme, ni blouse blanche, etc. Je parlais avec des gens, ah, vous venez faire un film sur nous? Non, je ne sais pas, c'est trop tôt, on verra. Et, bref, petit à petit, les personnes que je croisais ont commencé à me pousser, à me confronter à ma peur, à mes scrupules, à mes questions, à mes doutes. De sorte que j'ai fini par décider de faire ce film, faire un film là, pour me confronter à mes propres limites, à mes frontières, à ma peur, à tout ce qui me retenait, pour essayer d'aller au-delà, dépasser ça. Voilà, j'en ai tiré un film, mais au-delà de ce film, j'ai rencontré là des soignants, des personnes, des patients qui m'ont profondément marqué, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont amené à
réviser à perdre certains préjugés sans doute, et qui m'ont donné à penser. « 25 ans après, voilà que je vais avoir l'idée de retourner en psychiatrie sur l'Adamant. Pourquoi ? Sans doute parce que je suis jamais complètement revenu de la Borde. J'ai jamais complètement quitté cet endroit. Non pas parce que il y aurait là une sorte de nostalgie d'un tournage ancien, mais parce que certaines personnes que j'ai rencontrées à la Borde m'ont... que dire ? Les gens qu'on rencontre en psychiatrie sont souvent des gens qui sont, bien sûr, qu'on regarde toujours un peu de biais, un peu de travers, comme ça. Des gens qui font peur à leur propre entourage, à leur famille parfois, qui inquiètent, qui sont souvent considérées comme potentiellement dangereuses ou agressives ou violentes. Ça arrive, mais c'est bien rare. Ce sont souvent des gens qui vous questionnent, qui vous délogent, qui vous montrent qu'on peut penser un peu différemment, qu'on peut regarder le monde un peu autrement, qui vous amènent à réfléchir tout le temps. Et je dirais, pour le résumer, la psychiatrie, c'est une loupe sur le monde, c'est un miroir grossissant. C'est la psychiatrie, les personnes qu'on y rencontre, du moins, sont des gens qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous donnent perpétuellement à penser, à réfléchir. Et c'est sans doute une des raisons qui m'ont donné envie, 25 ans après, de frapper à la porte de l'Adamant pour y faire un nouveau film. Alors, peut-être pour... oui, vous avez tout à fait répondu à ma question. Peut-être pour illustrer un petit peu et puis pour nous rappeler la moindre des choses, puisque c'est un film un peu plus ancien qu'on a un peu moins en tête, je propose qu'on regarde un très très court extrait. Ce qui m'intéressait de peut-être mettre en avant par rapport à ce film-là, et puis par rapport à ces 4 films qui ont été faits en psychiatrie, c'est comment à chaque rencontre, à chaque nouveau film, à chaque nouvel espace, la proposition formelle que vous faites est différente. Et voilà, dans la moindre des choses, il y a une oscillation entre de l'observation, du cinéma direct. C'est un film qui est assez narratif puisqu'il raconte la manière le groupe de soignants et soignés qui montent une pièce de théâtre. Donc il y a quelque chose d'assez chronologique, on va dire. Et en même temps, il y a, au fur et à mesure du film, des entretiens et qui, pour moi, racontent vraiment quelque chose de fort de cette rencontre. Pas tout à fait. Très bien. Il n'y a pas d'entretien. Il y a des moments d'échange et de conversation. Mais le mot entretien induit une chose un peu installée, comme si j'étais journaliste et que j'arrivais avec une feuille, des questions préparées à l'avance. Non, je ne fais jamais ça. Je ne suis pas journaliste, je ne fais pas d'entretien ni d'interview. Il m'arrive, quand je filme, de parler à celles et ceux que je filme. Il arrive qu'on m'interpelle. Si on m'interpelle, je réponds. Et je réfute aussi ce terme de documentaire d'observation. C'est pas moi, ça. Non, je suis pas... Les Anglais, les anglo-saxons disent « fly on the wall », un truc comme ça, pour dire
il est là, il cherche à se faire tout petit, à se faire oublier. C'est pas moi. Moi, je fais des films qui sont tous construits sur la relation. Et donc, on entend ma voix, je parle parfois, on me parle, je suis là. Ma présence est inscrite dans mes films. Et je dirais, c'est parce que ma présence est inscrite dans mes films que je crée du lien entre celles et ceux que je filme et les spectateurs, au fond. Ça passe par moi, mais donc je ne suis pas celui qui est en retrait. Je suis impliqué, je suis là, je suis avec. Je ne suis pas celui qui vient faire un film sur tel ou tel sujet. La question du sujet, vaste programme, c'est pas ma question. Je ne sais pas quel est le sujet de mes films. Et je dirais, je m'en fiche complètement de savoir quel est le sujet. On n'enferme pas les films dans des sujets. Ça se fait pas, c'est pas bien. Ce qui compte pour moi, là je parle de moi, mais c'est qu'une rencontre puisse avoir lieu. C'est ça mes films. Je vais à la rencontre, j'essaye d'aller à la rencontre du monde dans lequel je vis, d'un groupe, d'un lieu, etc., de quelques personnes ici, etc., pour essayer de comprendre, je dirais, ce que je fous là, comprendre qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire là. La caméra, c'est ce qui me permet, au fond, d'aller vers les autres. Je suis comme beaucoup, un peu... C'est difficile de parler aux autres, d'aller vers les autres, je trouve. La caméra me permet, ça m'aide à aller vers les autres, m'aide à essayer de comprendre le monde dans lequel je suis. Est-ce qu'on a des choses à se dire? Qu'est-ce qu'on a peut-être à se dire? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces personnes qui viennent sur l'Adamant, qui sont des patients en psychiatrie? Est-ce qu'on a des choses en commun, peut-être, ou pas? C'est tout ça, au fond. Pardon. Non, mais c'est très bien, parce que Voyons justement, le premier extrait qui met, je pense, tout à fait ça en lumière. Voyons. Regarde, Tinette. Non, ne regarde pas. Ça ne te regarde pas. Regarde droit devant toi, bonté divine. Viens, la mère, on va être en retard. Merci beaucoup. C'est bien ça déjà, hein? Michel, ça fait longtemps que vous faites du théâtre? Oui, j'en ai fait depuis mes premières années à la Borne, en 1969-71. Oui. Dans quelle pièce vous avez joué? Ah, pêle-mêle, j'ai joué une pièce de Molière, dans une pièce de Molière, qui s'appelait Le bourgeois gentilhomme, et même aussi, je crois, à l'école des femmes. J'ai joué la pièce qui m'a bien plu, c'est celle de Fujima. Ça existe? Oui. Fujima. C'était Le tambourin de soie. Ah, ça c'était bon sang. Oui, je me suicidais et je revenais comme fantôme. Petit échange tout à fait improvisé. Hein, donc c'est voilà, la répétition s'est terminée, on s'est assis à côté et on a papoté un peu. Voilà. C'est un film dans lequel je suis un travail théâtral. Je l'ai dit, quand je me suis lancé dans ce film, j'y suis allé à reculons. J'ai longtemps hésité à franchir le pas, à faire le film. Ce qui m'a décidé, au fond, c'est quand j'ai appris que chaque année, à la clinique de la Borde, patients et soignants se rassemblaient pour monter ensemble un spectacle de théâtre. Je me suis dit, s'il y a du théâtre, peut-être qu'une caméra peut être là, puisqu'il y a des patients, des soignants qui vont jouer, qui vont se montrer, être en représentation, jouer en quelque sorte.
peut-être qu'une caméra peut venir, parce que j'avais pas la moindre envie d'aller filmer les patients quand ils sont dans leur chambre, dans leur souffrance, enfermés. Je ne voulais pas franchir ces portes-là. Et le théâtre est ce qui allait me permettre de me glisser là. Alors, dans La moindre des choses, Michel est un personnage qui revient, et donc je me demandais par rapport à cette question de quand vous arrivez à la borne et que petit à petit vous rencontrez l'espace, comment ça se passe pour vous en termes de est-ce qu'il y a besoin d'un temps d'immersion, un temps aussi de justement peut-être mettre en place les bases de ces rencontres, ou est-ce que c'est dès le départ on filme et Je passe peu de temps avant de commencer à filmer. Je le dis souvent comme ça, moins j'en sais, mieux je me porte. C'est un peu une formule, mais je ne suis pas celui qui, avant de me lancer dans un film, étudie un peu, lit les livres sur, etc. Rencontre les experts. Donc je ne suis pas du côté d'un savoir préalable. Je ne cherche pas à engranger un savoir préalable avant de me lancer dans un film. J'ai besoin, au fond, de garder mon appétit pour le tournage. Je vais le dire comme ça, je fais des films pour apprendre. Le monsieur du CNC m'a très gentiment présenté comme un maître du documentaire. Je ne suis pas un maître du tout. Je suis quelqu'un qui cherche à apprendre en faisant des films. Je fais des films pour être un peu moins bête, au fond, pour comprendre un peu des choses. Mais je ne suis pas celui qui cherche ou qui prétend instruire les autres, tenir un discours sur... ce sont des films en psychiatrie, pas sur la psychiatrie. Ça change tout. Alors, bien sûr, je suis venu à la Borde. J'y suis resté un petit peu avant le tournage. J'y ai passé 3 week-ends. Je suis venu 3 week-ends. Première fois, je l'ai dit, c'était en décembre. J'y suis revenu en février avec la copie d'un film sous le bras pour me présenter un peu, pour montrer qui j'étais. J'étais toujours pas décidé à faire ce film. J'étais toujours un peu hésitant. Je suis revenu au mois de mai, une 3e fois. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait chaque année un spectacle de théâtre, une représentation unique, le 15 août. Et je me suis dit à ce moment-là, ça a été le déclic, le théâtre. Je me suis dit, tiens, s'il y a du théâtre, peut-être que je peux venir filmer. On est arrivé fin juin, avec une petite équipe, on était 4. Je m'étais dit, peut-être que la première semaine, on pourrait ne pas tourner, faire connaissance avec les uns et les autres. En réalité, je crois le 3e jour, j'ai sorti la caméra, j'ai filmé un patient qui avait envie de me parler, de me raconter quelque chose. C'était un homme qui disait je penche. C'était très, très, très émouvant. Et j'ai filmé cet homme qui m'a expliqué pourquoi il penchait. Je n'ai pas gardé ça dans le film, d'ailleurs, c'est pas resté. Mais voilà, donc j'ai sorti la caméra assez vite. Je pense que, pour moi, ça ne sert à rien de passer des semaines et des semaines sur place sous prétexte qu'il faudrait se faire oublier. Ou sous prétexte que voilà, pour... La présence de la caméra rebat complètement les cartes. Et prenons l'exemple d'être et avoir. Être et avoir, souvent les gens, regardant ce film, disent « Vous avez passé combien de temps dans cette école avant de commencer à filmer ?» Parce que les enfants sont si spontanés qu'on a l'impression que vous êtes resté 3 mois. Et puis vous aviez
3 caméras, vous filmiez tout. C'est tout le contraire. J'ai commencé à filmer dès le premier jour pour être à voir. Et il y avait non pas 3 caméras, mais une seule. Et j'ai tourné en moyenne 35 minutes par jour. Donc très peu, finalement. Je crois que la présence d'une caméra fait surgir des choses, fait naître des choses chez les personnes qu'on vient filmer. Quand j'ai commencé à tourner sur l'Adamant, j'y suis venu un petit peu avant, je suis venu plusieurs fois pour expliquer un peu ce que je venais faire là, quoi. Je ne le savais pas trop parce que je veux surtout pas savoir à quoi le film va ressembler quand je me lance dans un film. Il n'y a pas de programme, il n'y a ni plan de travail, ni programme préalable. J'arrive sur l'Adamant, centre de jour en psychiatrie, qui est sur la Seine. C'est un lieu assez étonnant encore, comme un peu la clinique de la Borde. Enfin, ce n'était pas un lieu habituel, c'est un lieu singulier, mais c'est un lieu effervescent. Je sais qu'il s'y passe des choses toujours. On y accueille les patients, les passagers, on pourrait dire. On invite des intervenants. C'est un lieu vivant, tourné sur le monde. Ça n'est pas comme ces lieux de psychiatrie entourés de murs et loin du regard. C'est un lieu ouvert. Bref, je sais avant de me lancer dans le film que c'est un lieu effervescent et qu'il s'y passe beaucoup de choses. Donc, j'ai cette certitude-là, cette garantie-là. Et au fond, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, ni surtout de programmer quoi que ce soit. Surtout pas. Le film va se construire, les films se construisent dans la relation. Au fond, mon travail consiste à essayer de créer un climat, essayer au fond, de bâtir un petit peu de confiance de façon à ce que les personnes que j'aimerais filmer aient envie de me donner quelque chose. C'est ça mon travail, faire en sorte que les personnes filmées aient envie de nous donner quelque chose, de nous raconter quelque chose d'eux-mêmes, de partager quelque chose avec nous. Je ne suis pas celui qui force les portes, qui dicte quoi que ce soit aux personnes que je viens filmer. Je recueille ce qu'on veut bien me donner. Ça suppose d'être là, d'être attentif, d'être dans une proximité, d'être proche. Et certainement pas de chercher à se faire oublier. Se faire oublier, c'est l'idée qu'on se ferait oublier pour essayer de filmer des choses un peu comme ça, un peu en douce, à l'insu des gens. Eh bien non, c'est pas moi ça, je peux pas. J'ai besoin d'être dans une présence affirmée au filmé. Et quand vous êtes arrivé sur l'Adamant, Oui. donc voilà, je pense que la façon dont vous avez procédé pour ce film est très claire et puis tout à fait visible, et puis on le sent tout au long du film, puisque c'est aussi c'est en adéquation avec cet espace, ce lieu où les personnes peuvent venir. Il y a des rendez-vous de pris, mais parfois ils ne viennent pas, parfois ils viennent. Dans la suite, donc il y a ce triptyque sur l'Adamant, Averroès et Rosa Parks, et la machine à écrire. Et moi, je me demandais comment, en arrivant sur l'Adamant, est apparu ce désir peut-être, ou cette nécessité de prolonger la rencontre avec les gens que vous rencontriez sur l'Adamant, dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, puisque dans Averroès et Rosa Parks, vous allez dans les moments de rencontre
avec les psychiatres, et entre patients et psychiatres. Et puis, avec la machine et autres tracas, vous allez chez les patients eux-mêmes. Voilà, comment ça s'articule Alors, initialement, quoi. Comment la rencontre se fait là? je disais précédemment, au fond, j'évoquais la manière qui est la mienne d'improviser les choses beaucoup, et surtout de ne pas préparer, de préparer le moins possible pour me sentir, pour que les rencontres puissent avoir lieu. C'est tellement vrai que quand j'ai commencé ce film sur l'Adamant, quand je suis monté à bord de l'Adamant pour faire ce film, je n'avais en tête qu'un film. L'idée, c'était de faire un long métrage dans cet endroit, sur l'Adamant. Voilà. Et voilà que la rencontre avec ce lieu m'a poussé à faire 2 autres films, et à faire du coup non plus un film mais un triptyque. Rien de ça n'était prévu. C'est dire combien, au fond, je suis attaché à cette idée de laisser les choses advenir, de faire en sorte que des choses puissent advenir devant la caméra. En l'occurrence, certains passagers de l'Adamant, centre de jour, étaient hospitalisés, dormaient à l'hôpital dans un autre lieu. J'ai eu envie d'aller leur rendre visite à certains moments. Des gens que je filmais qui venaient de temps en temps sur l'Adamant, difficilement, parce que quand on est à l'hôpital, c'est pas simple d'en sortir. Il faut trouver l'énergie de se lever, de s'habiller, traverser le parc, prendre le métro, rentrer dans Paris, aller jusqu'à l'Adamant pour participer à un atelier, ou bref. Ces patients-là venaient assez peu. J'ai eu envie, à un certain moment, je les avais filmés, j'ai eu envie d'aller leur rendre visite. Je suis allé leur rendre visite là-bas, à l'hôpital. J'ai commencé à discuter avec eux, puis avec d'autres patients, puis avec les équipes, etc. Et assez vite a surgi l'idée de faire un deuxième volet, un deuxième film, cette fois à l'hôpital, et qui serait axé sur des entretiens entre des soignants, psychiatres pour l'essentiel, et des patients. Et j'ai donc fait un deuxième film, qui est un film sur la parole et l'écoute, dans lequel patients et soignants se parlent longuement. Et c'est un film dans lequel circule beaucoup d'intelligence. Les patients que j'ai filmés sont d'une très profonde lucidité sur leur état, sur leurs troubles, sur ce sont des gens qui sont très touchants parce qu'extrêmement poreux à la souffrance, à la violence du monde. Je trouve que nous, quel est ce nous? Mais bien souvent, on vit dans un monde dur, noir, violent, mais on arrive à trouver quelquefois des stratégies pour se protéger, au fond. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas trop affronter. Et les patients en psychiatrie sont souvent des gens qui n'ont pas cette capacité-là et qui prennent la violence du monde de plein fouet. Et c'est souvent pourquoi ils sont si fragiles et si touchants. Et peut-être que c'est là une des raisons de leur souffrance, au fond, de leurs angoisses. Bref, j'ai eu envie donc de faire un deuxième film. Et puis voilà que j'apprends que certains soignants de l'Adamant vont régulièrement rendre visite à des patients chez eux
quand l'un d'eux se trouve confronté à un problème domestique, un truc qui ne marche pas à la maison, un objet qui est cassé, une fuite d'eau, un meuble à monter. Voilà. Et je vais donc commencer à accompagner ces jeunes soignants. Une première fois chez un monsieur, Patrice. Patrice est un homme qui vient tous les jours sur l'Adamant. Tous les matins, il est là et il écrit un poème. Il écrit un poème en alexandrin. Et puis, de retour chez lui, il s'installe devant sa machine à écrire et il tape son poème. C'est quelque chose qui est chez lui extrêmement ritualisé. Ça fait des années et des années, peut-être 20 ans, que cette chose le tient. C'est ce qui le tient dans la vie. L'écriture d'un poème et le fait de le taper à la machine. Et voilà qu'un beau jour, la machine à écrire de Patrice tombe en panne. Désespoir profond. Il s'adresse à ces jeunes soignants bricoleurs et leur demande de venir l'aider à réparer sa machine. D'où le titre du film, La machine à écrire et autres sources de tracas, puisque cette visite constitue le début de ce film. Voilà. Je précise au passage que les soignants sont des trentenaires et quand ils arrivent chez lui, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient une machine à écrire. Jusque-là, ils en ont vu éventuellement dans des films, mais c'est une génération ordinateur, ils ne savent pas ce que c'est. D'où une première séquence assez burlesque au fond. Voilà. Donc les deux. Alors, ce que je peux dire, c'est que ces deux autres films n'ont été possibles que parce que le tournage de l'Adamant, au fond, a permis de les faire. Petit à petit, de la confiance a existé. J'aurais pas pu commencer par ce troisième film. J'aurais pas pu aller de but en blanc chez Patrice, et comme chez les autres patients. Ça prend un peu du temps, mais ce temps d'apprivoisement, il n'est pas en amont du film. Il vient pas avant. Il vient pendant le tournage. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de répéter, de repérer, de trop repérer et encore moins de préparer. Pour Averroès et Rosa Parks. Donc ça, c'est Averroès et Rosa Parks, c'est le nom du deuxième volet de ce triptyque. Averroès, philosophe et médecin du haut Moyen-Âge. Rosa Parks, vous connaissez l'histoire de cette femme américaine qui a refusé de céder sa place dans le bus. Voilà. Pourquoi ces deux noms ? Je fais une parenthèse parce qu'autrement, c'est les noms des deux unités hospitalières où j'ai tourné ce deuxième volet. Voilà. Oui, donc pour Averroès et Rosa Parks, il y a effectivement, enfin, ça quelque chose d'assez naturel et possible suite aux rencontres faites sur l'Adamant, de se dire il est possible de rentrer dans cet espace privilégié de rencontres et de soins parce que c'est des rencontres, la plupart sont des rencontres individuelles. Il y a quelques scènes en groupe, mais c'est vraiment des scènes de face à face entre un soignant, un psychiatre et le patient. Et là, donc, c'est un dispositif on va dire qui ne vous appartient pas, puisque c'est je pense que c'est assez intéressant de se dire que ce film-là arrive justement après et n'est possible seulement qu'après l'Adamant. Mais je voulais juste revenir sur ce film-là pour montrer un petit extrait, parce que je pense que c'est assez éloquent de comment l'espace se redistribue dans la petite salle de rencontre. Et après, on parlera peut-être
de votre place dans ce dispositif-là. Deuxième extrait, s'il vous plaît. Moi, je suis quelqu'un que... on dit schizo-affectif, mais moi, je suis quelqu'un de... C'est pas que je flatte les gens, mais souvent, j'éloge. Mais j'ai dit à j'ai dit à docteur Gouzien, comment ça s'appelle, docteur Gouzien, que c'était une grande psychiatre. Je l'ai dit parce que voilà, j'avais envie de lui dire, mais pour moi c'est pas une grande psychiatre, c'est pas ça une grande psychiatre. mais vous vous êtes senti... Vous savez ce que c'est une grande psychiatre? Dites-moi. Comme psychiatre, c'est docteur Jacob, c'est docteur de lettres. C'est pas parce que vous êtes là. Hein. C'est docteur césarifiant, c'est des gens qui ont une synthèse. C'est des gens qui sentent les choses. Dans le football, il y a des buteurs, il y a des avant-centres. Il y a des mecs qui marquent des buts. Il y a Mbappé. Mbappé, c'est un gars qui... Moi, j'ai été élevé... dans la vie, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le flair. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Oui, mais vous qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin, cet élan de dire ça aux gens sans forcément le penser? Qu'est-ce qui motive ça chez vous? Vous arrivez à le dire ou pas? Comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Je veux dire, qu'est-ce qui motive chez vous le fait de dire aux gens finalement des choses que vous pensez pas forcément? Je suis toujours à la quête, à la recherche de quelque chose. Je connais des choses, je connais certaines choses, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Du coup, vous cherchez à comprendre ou vous cherchez à savoir? Même Aristote, il était... Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. Voilà, c'est important. Les gens qu'on rencontre en psychiatrie sont bien souvent des gens qui me donnent l'impression d'être, en effet, toujours en quête de sens, toujours en train de chercher du sens. Et c'est pour ça que ces personnes-là sont, pour moi, aussi stimulantes, si j'ose dire. Ce sont des gens qui, je l'ai un peu dit tout à l'heure, qui vous poussent dans vos retranchements. C'est des gens à qui on ne la fait pas, quoi. Les patients en psychiatrie, on la leur fait pas. Et c'est pas des gens donc qui vont se contenter quand on parle avec eux, qui vont se satisfaire de réponses superficielles ou faciles, de réponses pirouettes comme ça. C'est des gens qui viennent vous chercher. Ce sont des gens qui vous exigent, qui exigent beaucoup. Et pour un cinéaste comme moi, c'est une façon de rester éveillé, au fond. C'est une façon d'être stimulé, réveillé, de pas tomber dans la facilité. C'est une des raisons qui m'ont poussé à revenir en psychiatrie. De savoir ça, de savoir que je serais poussé par des personnes qui mettent la barre très haut, comme on dit.
Par rapport à ça, alors quand je préparais cette discussion, choisir un extrait dans Averroès et Rosa Parks est extrêmement compliqué, puisque c'est un film qui se déploie dans la durée. Cette scène, elle dure 20 minutes. Et 15 en tout cas, oui. Ouais, oui. Et il y a cette question de comment on travaille avec... pour s'adapter, comment on travaille formellement, cinématographiquement, pour s'adapter à cette prise de parole qui est extrêmement particulière, qui navigue d'une pensée à une autre. Comment on construit ça en termes de tournage, en termes de montage? Oui, c'est simple. C'est jamais... C'est pas simple, c'est jamais simple de faire un film, c'est toujours... épouvantablement complexe et compliqué, mais j'ai envie de dire que les difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ce tournage ne sont pas liées à... sont pas du côté des relations avec les gens. Toutes les personnes que j'ai sollicitées, les patients, à qui j'ai demandé s'ils acceptaient que je les filme en entretien avec un psychiatre, leur psychiatre. Presque toutes ces personnes ont accepté assez facilement de se laisser filmer. Il y a des gens que je trouvais trop délirants, pas suffisamment conscients de ce que ça représentait, à qui je n'ai pas proposé d'être filmé, mais ceux à qui je l'ai proposé ont vite accepté. Les soignants, il y a deux psychiatres qui ont refusé, mais la majorité, les autres ont accepté. C'est des scènes qui sont tout d'un coup, il faut faire très vite parce que la soignante a tout d'un coup 45 minutes de disponible entre deux rendez-vous. Et donc, voilà, Nicolas, j'ai un petit moment là, on peut le faire, c'est bien, etc. On cherche vite un endroit où se poser parce que dans cet hôpital, les soignants n'ont pas de bureau, ils n'ont pas leur bureau, donc on trouve un petit coin. Voilà, 2 caméras. On est 3, il y a 2 caméras. On est 2 à filmer, quelqu'un qui prend le son. Et on est là, on est tout proche, on est prêt, on est avec. Les uns et les autres se sont sentis, je dirais, non seulement en confiance, mais comme portés par la caméra. Et ces entretiens, je l'ai dit, ils durent souvent longtemps. Il y a des séquences qui durent 17 minutes, 18 minutes. C'est très long au cinéma. Un entretien qui se déploie sur 18 minutes, il s'en dit des choses. Mais j'ai eu le sentiment parfois que si ces entretiens étaient si longs, c'est peut-être parce que la caméra était là. Sans nous, sans notre présence, ou peut-être qu'au bout de 7 minutes, l'entretien se serait terminé. Comme on est là, les uns et les autres se sentent poussés à poursuivre, à échanger. On est bien, j'ai souvent observé ça, au fond. La caméra, elle a un côté... c'est comme... Le cinéaste est un peu un sourcier. C'est celui qui va faire naître des choses devant la caméra. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe souvent chez moi. Alors, après 4 films en psychiatrie, est-ce que vous avez le désir de continuer cette exploration ou est-ce que c'est terminé? Est-ce que ce triptyque clos suffit à raconter tout ce que... Bon, j'ai fait observer il n'y a pas longtemps une spectatrice qui me demandait si j'allais continuer à travailler en psychiatrie ou pas. J'ai fait observer qu'un triptyque, normalement, c'est 3 films.
Mais elle a dit oui, mais les 3 mousquetaires, combien ils étaient? Bref, je n'exclus rien. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de demande. J'entends ça beaucoup. Des spectateurs disent il faut continuer, ça nous fait du bien. J'entends ça aussi souvent de la part des familles de patients, parce que c'est tout à fait occulté, la situation des familles, quand on a un enfant, un frère, une sœur en psychiatrie. Souvent, ces personnes-là se sentent écartées, à l'écart. Le milieu médical les met de côté. Souvent, ces personnes se sentent très coupables aussi. Et beaucoup, au fond, me demandent de poursuivre et de parler de cette chose-là aussi. Je ne sais pas, c'est trop tôt, je verrai. Je pense que le fait de tourner en psychiatrie me soigne, me fait du bien. Je me sens... Je crois qu'une des raisons qui m'ont poussé à faire ces films, elle est là, elle est dans le fait que les gens que je filme en psychiatrie me renvoient à mes propres vulnérabilités. Et c'est sans doute pour ça que je m'y sens plutôt bien, là, dans ce monde. Ce monde un peu décalé. Je verrai. Nous aussi, on attend, on attend impatiemment la suite, et puis on espère qu'on verra vos prochains films. Notre temps imparti est terminé, mais je voulais vous remercier infiniment de cette discussion. On aurait pu continuer très 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 longtemps, je crois. Je voudrais pour finir, je voudrais vous lire 3 phrases de Jean Houry. Jean Houry, c'est le fondateur de la clinique de la Borde, un homme qui a été important pour moi parce que si je peux parler encore 2 minutes, j'ai le droit. Si le vent l'accepte. Le vent. Jean Houry avait une expression que j'ai reprise à mon compte, que j'emploie souvent. Il disait que son travail en psychiatrie consistait à programmer le hasard. Et je trouve que cette formule, elle me va comme un gant, parce que mon travail, c'est ça. Mon travail consiste à programmer le hasard, c'est-à-dire à créer les conditions pour que des choses puissent émerger devant la caméra. Alors je vous lis 3 phrases de Jean Houry. Ma question, qu'est-ce que je fous là, reste sans réponse. Et c'est sa vertu. Je suis là depuis un demi-siècle. Je ne sais même pas dire pourquoi. Il y a ceux qui savent pourquoi ils sont là. Je les appelle les savants de soi. Ils savent pourquoi ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ne peuvent accueillir personne. Ils sont trop pleins de ce qu'ils croient savoir pour remplir la fonction sans laquelle il n'y a pas de psychiatrie, la fonction d'accueil. Et il y a les autres, les ça va pas de soi. Avec cela, on peut travailler. Alors moi, je crois que j'appartiens au ça va pas de soi. Et à celles et ceux, à cette famille de ceux qui se demandent qu'est-ce que je fous là ? C'est avec cette question que je fais mes films. Qu'est-ce que je fous là ?